Le pharynx s'étend de la base du crâne à la partie inférieure du cou. Il est divisé en 3 étages. L'étage supérieur, appelé rhinopharynx, situé en arrière des fosses nasales, l'étage moyen ou oropharynx, situé en arrière de la cavité buccale, et l'étage inférieur ou hypopharynx, situé en arrière du larynx. Les amygdales palatines ou tonsilles sont situées de chaque côté sur les parois latérales de l'oropharynx, dans les loges tonsillaires. Végétation adénoïde et amygdale palatine font partie de l'anneau lymphoïde de Waldeyer. Les végétations adénoïdes sont transitoires. Elles disparaissent en général vers l'âge de 7 ou 10 ans. Elles sont mal limitées. L'amygdale palatine, au contraire, est bien délimitée par une capsule. Les amygdales palatines augmentent de volume entre 0 à 10 ans environ, puis diminuent, mais sans disparaître complètement. Ici, des amygdales hypertrophiques non affectées chez l'enfant. Les angines et pharyngites sont principalement d'origine virale et ne nécessitent une antibiothérapie que dans moins d'un tiers des cas. Aucun signe clinique ne permet de différencier de façon absolue une origine virale ou bactérienne. Ici, une angine érythémateuse chez l'enfant. La couleur ne suffit pas pour faire le diagnostic d'angine virale ou bactérienne. Ici, une angine érythémateuse avec purpura du voile. Ici, une angine à point blanc ou érythémato-pultacée bilatérale. Les angines érythémateuses ou érythémato-pultacées sont les formes les plus fréquentes des angines. L'angine vésiculeuse est toujours d'origine virale. Il s'agit ici de l'herpangine, due à un virus coxsackie du groupe A, entérovirus, et localisé au pilier et au voile. Ici, une gingivostomatite herpétique correspondant à une primo-infection. L'antibiothérapie dans le traitement d'une angine ne doit pas être systématique, sauf en cas d'infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, prouvée par un test de diagnostic rapide, positif, ou de terrain prédisposant au rhumatisme articulaire aigu. La scarlatine est une toxi-infection due à la diffusion à partir du foyer amygdalien d'une exoenzyme érythrogène qui n'est sécrétée principalement que par des streptocoques du groupe A. Dans la forme clinique typique chez un enfant d'âge scolaire, le début est brutal, associant fièvre élevée, dysphagie, douleur abdominale et vomissement. L'angine est érythémateuse accompagnée d'adénopathie sous-ambulo-maxillaire. Après 1 à 2 jours, apparaît un exanthème rapidement progressif, sans intervalle de peau saine, prédominant au pli de flexion, mais respectant les extrémités et la région péribuccale. L'exanthème de la scarlatine s'accompagne d'un énanthème avec une langue d'abord saburale, puis devenant rouge framboisé au 5e jour, de grande valeur diagnostique dans les formes atténuées. Il est nécessaire d'effectuer une recherche de protéinurie à la 3e semaine. Les angines pseudomembraneuses se caractérisent par la présence d'un enduit blanchâtre, confluent et épais, recouvrant souvent toute la surface des amygdales et s'étendant parfois et à la luette. La diphtérie était la cause classique de ces angines, mais actuellement c'est la mononucléose infectieuse qui domine en France. Les angines ulcéronécrotiques sont plus rares et souvent unilatérales. L'examen révèle une ulcération sur une amygdale recouverte d'un enduit nécrotique. L'angine ulcéronécrotique est le plus souvent une angine de Vincent, due à une association fusospirillaire anaérobie, et accompagnée d'une hyperthermie et d'une haleine fétide. L'angine de Vincent s'observe chez le sujet jeune, souvent peu fébrile, mais avec une asthénie marquée. Le carcinome épidermoïde de l'oropharynx est un diagnostic différentiel de l'angine. Le cancer de l'amygdale ressemble à une angine ulcéronécrotique. La dysphagie, l'otalgie, le terrain puis l'examen clinique feront la différence. L'amygdale est indurée et il existe souvent des adénopathies sous-digastriques. Les complications potentielles des angines aiguës sont principalement secondaires à une angine due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Ces complications peuvent survenir précocement, après quelques jours, sous la forme notamment d'un phlegmon périamygdalien ou d'un abcès rétropharyngé.
L'abcès latéropharyngé est une diffusion de la suppuration dans les espaces décollables péripharyngés, entraînant un tableau de fièvre avec abattement, dysphagie, dyspnée sévère, justifiant un scanner cervicothoracique, un drainage cervico-médiastinal en urgence. Un retard diagnostique de quelques heures peut être fatal. Voici le scanner en coupe axiale du patient précédent qui présente un abcès latéropharyngé droit. L'adénoflegmon latérocervical associé à l'angine ou dans son sillage est une tuméfaction avec empattement cervical s'accompagnant d'un torticolis qui doit attirer l'attention. L'état général est altéré avec fièvre. Un scanner cervicothoracique confirme la suppuration au niveau des loges musculaires du cou et élimine une extension médiastinale. Le phlegmon périamydalien est une complication classique de l'angine streptococcique qu'il faut savoir évoquer devant une odynophagie fébrile, un trismus et des adénopathies sous-ambulo-mandibulaires douloureuses. L'inspection endobuccale montre un bombement du pilier antérieur gauche infiltré et œdémateux, refoulant l'amygdale vers le bas, en arrière et en dedans. Le diagnostic de certitude est affirmé par la ponction exploratrice. Elle est réalisée à l'acmé de la voussure de la collection suppurée, après anesthésie de contact au spray de lidocaïne à 5%. Une aiguille longue de gros calibre à biseau court montée sur seringue est introduite le vide à la main. Un pus fétide et chocolat confirme l'abcès. Une incision drainage permet de compléter l'évacuation de la collection suppurée. Après une incision horizontale de 1 cm de long au bistouri, une pince est enfoncée fermée dans l'incision, puis est ouverte afin d'élargir l'orifice de drainage. Compliquant environ 1% des angines streptococciques, le phlegmon périamydalien est une urgence ORL. En raison de son risque d'aggravation en cellulite cervicale, il représente une véritable urgence diagnostique et thérapeutique. Sa prise en charge repose essentiellement sur l'antibiothérapie intraveineuse et sur la ponction exploratrice et évacuatrice.